Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous recevons Sayed Mohammad Marandi, professeur à l'Université de Téhéran et ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire, pour discuter de ce qui pourrait être une guerre imminente. Merci d'être venu dans l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité, Glenn. C'est toujours un honneur de participer à cette émission. Eh bien, merci. Nous constatons que les États-Unis continuent de renforcer de plus en plus leurs capacités militaires tout en menant en parallèle ces discussions avec l'Iran. Donc, vous savez, on ne peut en tirer que deux conclusions possibles. Soit les États-Unis renforcent leur puissance militaire pour faire pression sur l'Iran afin qu'il accepte un accord favorable aux États-Unis, soit ils se préparent à attaquer l'Iran et utilisent simplement les discussions comme couverture. J'imagine que tout dépend du degré d'intérêt réel porté à ces pourparlers. Comment évaluez-vous cette situation de plus en plus tendue? Les Iraniens se préparent à la guerre, il n'y a aucun doute là-dessus. Les forces armées se préparent, d'après ce que nous entendons. Elles développent rapidement de nouvelles capacités et construisent de nouvelles bases souterraines en vue d'une guerre potentielle. Je pense que les Iraniens ordinaires restent très calmes face à la situation. Ils en parlent, bien sûr, mais cela ne dépend pas vraiment d'eux. Donc, les Iraniens ordinaires poursuivent leur vie quotidienne, comme vous l'aviez constaté lorsque vous êtes venu à Téhéran il y a plusieurs mois. C'est la même chose aujourd'hui. Les affaires continuent comme d'habitude. Nous avons vu, le 11 février, pour le 47e anniversaire de la Révolution, des foules bien plus importantes que d'ordinaire dans tout le pays lors des manifestations. À Téhéran, jusqu'à 4 millions de personnes ont participé. Dans tout le pays, on estime qu'entre 26 et 34 millions de personnes se sont jointes au mouvement. J'y étais, il y avait de nombreux journalistes internationaux, certaines personnes que vous connaissez ou dont vous avez au moins entendu parler. Ils étaient là et je pense que c'était une démonstration de solidarité, une démonstration de force de la part de gens ordinaires pour dire que nous ne sommes pas intimidés, que nous n'avons pas peur, et que contrairement à ce que j'appellerais les médias de la classe Epstein en Occident, les gens ne soutiennent pas les émeutiers, les terroristes, l'Occident et sa posture agressive, ni le régime israélien. Ainsi, le pays est très uni. Les forces armées se préparent, mais personne ne veut la guerre. Donc le gouvernement, bien sûr, va négocier. Il a déjà négocié et il a négocié par le passé. Mais le cadre que les Iraniens ont proposé pour les négociations repose sur le respect de la souveraineté iranienne. En d'autres termes, les Iraniens ont dit aux Américains « Nous ne négocierons pas sur qui sont nos amis, ni sur qui sont nos alliés. Nous ne négocierons pas nos capacités militaires, car nous savons que si nous les abandonnons, vous nous attaquerez. Et les Iraniens ne renonceront pas à leur droit de disposer d'un programme nucléaire pacifique, ni à l'enrichissement. » Ce qu'ils sont prêts à faire, c'est conclure un accord nucléaire. Ils en ont déjà eu un auparavant, le JCPOA en 2015, dans lequel ils avaient donné des assurances que leur programme nucléaire était pacifique. Maintenant, s'il devait y avoir un nouvel accord, hypothétiquement, ce n'est pas très probable dans les circonstances actuelles, à mon avis. Mais s'il devait y en avoir un, il ne ressemblerait pas au JCPOA, car les Iraniens ne reviendront pas à 2015. Ils ont réalisé de nombreux progrès technologiques au fil des décennies et ils ont été sanctionnés pendant cette dernière. Il n'y a donc absolument aucune raison pour que l'Iran renonce à ce que ses scientifiques ont accompli. Par conséquent, je pense que lorsqu'on examine la situation et qu'on écoute ce que Trump a déclaré, il est très difficile d'imaginer qu'un accord puisse voir le jour. Ce n'est pas impossible, mais il est très difficile de l'imaginer,
surtout puisque Trump change constamment d'avis, déchire les accords, revient sur ce qu'il a dit auparavant, puis change encore. Donc même si vous avez un accord avec les États-Unis, cela ne veut pas dire qu'il durera plus de quelques jours. En fin de compte, cela signifie que les Iraniens se prépareront à la guerre. Cela ne veut pas dire que s'il n'y a pas d'accord, il y aura forcément une guerre. Mais je pense que les Iraniens jouent la prudence et se disent « nous allons nous préparer à la guerre ». La meilleure façon de l'éviter est d'avoir une armée forte, et la meilleure façon de préserver son pays en cas d'attaque est d'avoir une armée forte. Eh bien, la portée ou les conditions de tout accord de paix constituent également un sujet intéressant. Car si cela vient des États-Unis, comme vous l'avez dit, ils exigent que l'Iran n'ait même pas de programme nucléaire civil à des fins énergétiques. De plus, c'est en quelque sorte une capitulation. Comme vous l'avez mentionné, l'Iran devrait renoncer à ses armes conventionnelles, c'est-à-dire aux missiles balistiques et à d'autres armements, ainsi qu'à ses partenariats. C'est pourquoi l'Iran répond souvent en disant « Si vous voulez traiter la question nucléaire, faisons-le séparément et ne relions pas toutes ces autres questions à celle-ci. » Mais nous avons également vu que le ministre iranien des Affaires étrangères a prononcé un discours le 7 février à Doha, ce qui pourrait laisser entendre qu'au lieu de restreindre la discussion, on pourrait l'élargir pour la rendre beaucoup plus globale. Car, encore une fois, du point de vue des États-Unis et d'Israël, ils se plaignent que l'Iran agit en quelque sorte contre les intérêts israéliens. Mais bien sûr, ce que nous pouvons retenir des propos du ministre iranien des Affaires étrangères, c'est que si nous commençons à résoudre certaines des causes profondes, à savoir la question d'un État palestinien, alors peut-être que les tensions n'auraient pas lieu d'être dès le départ. C'est ainsi que traditionnellement, la sécurité mutuelle est renforcée. On réduit les menaces réciproques à la sécurité au lieu qu'un camp force l'autre à capituler. Pensez-vous qu'il y ait une perspective d'accord de paix plus large dans lequel Israël ainsi que les États-Unis feraient la paix avec les Palestiniens en acceptant un État, quelque chose qui permettrait de s'attaquer à la source de ces tensions? Je pense que le véritable problème dans notre région, c'est que l'idéologie du sionisme porte en elle un caractère ethno-suprémaciste. Cela fait partie du concept même. Et à cause de cela, le respect pour les autres êtres humains est pratiquement inexistant. En ce moment, il y a un cessez-le-feu entre le régime israélien et le Liban, et pourtant ils bombardent le Liban chaque jour. Ils tuent des enfants. Et les médias occidentaux, contrôlés par les sionistes, la classe Epstein trouveront d'une manière ou d'une autre le moyen de le justifier. C'est un cessez-le-feu, personne n'est censé tirer. Mais ils vont soit blanchir le régime, détourner le regard, soit inventer une justification extravagante. Il en va de même à Gaza, voire pire, ou en Cisjordanie. Chaque jour, il y a des meurtres, des enfants massacrés, des femmes massacrées, mais tout cela est ignoré, et le régime continue sans aucune honte. Et bien sûr, Trump affirme que nous avons la paix dans cette région. Il est donc évident que la vie des enfants palestiniens n'a aucune valeur aux yeux des journalistes, des grands médias occidentaux, des élites occidentales, des personnes travaillant pour la classe Epstein et de ceux qui détiennent le pouvoir. Dans ces conditions, je ne pense pas qu'une solution soit proche. Je ne crois pas que nous soyons prêts d'en trouver une. En fin de compte, la seule façon d'obtenir la paix dans notre région est que le peuple palestinien soit traité comme des êtres humains. Et ce n'est pas impossible, car le monde a changé. L'attitude envers le régime israélien, envers le sionisme a évolué de manière spectaculaire. Ici à Moscou, j'ai eu des conversations avec de nombreuses personnes.
J'ai eu, au cours de ce voyage, plus de conversations avec différents Russes que lors de toutes mes visites précédentes, et je suis assez stupéfait de voir à quel point ils sont hostiles au régime de Netanyahou et au projet dans son ensemble. C'est quelque chose que j'ai également remarqué lors de mes voyages en Chine et ailleurs, dans des endroits où autrefois les gens ne se concentraient pas vraiment sur la Palestine. Ce n'était pas une priorité pour eux. Ils en savaient très peu. Mais aujourd'hui, il y a un dégoût et une haine évidents envers ce que le régime israélien fait subir au peuple palestinien. Cela me rappelle l'Afrique du Sud de l'apartheid. Quand j'étais jeune, j'étais un militant anti-apartheid en Iran. C'était avant l'ère d'Internet. Donc notre militantisme était très différent de celui des activistes d'aujourd'hui. Mais à l'époque, personne que tête n'aurait jamais imaginé que le régime de l'apartheid s'effondrerait aussi rapidement. Et je pense que la raison en était que la prise de conscience à travers le monde avait grandi et qu'il était devenu, en général, beaucoup plus difficile de maintenir l'apartheid. Donc je pense que ce qui est important, c'est que les gens du monde entier, aux États-Unis et ailleurs, prennent de plus en plus conscience de ce groupe de personnes et de leur mentalité, et que cela va affaiblir les fondations du régime israélien. L'un des facteurs importants dans tout cela est la manière dont les jeunes juifs se sont retournés contre le régime israélien. Nous voyons comment des militants aux États-Unis disent « Nous n'acceptons pas cela ». Les militants juifs, bien sûr, ont montré au monde que le sionisme n'est pas le judaïsme, tout comme Daesh et Al-Qaïda ne sont pas l'islam, et que les néo-nazis ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont que des gens qui utilisent ces étiquettes pour justifier leurs actions. Mais en général, je pense que la tendance s'est retournée contre le régime israélien. Pour l'Iran, la solution a toujours été celle d'un État unique, que les Juifs, les musulmans et les chrétiens puissent vivre côte à côte dans la paix. Et je pense que le régime israélien a, ironiquement, poussé la Palestine vers ce scénario. C'est la seule solution qui reste. Car lorsque l'on parlait d'une solution à deux États, l'Occident a permis aux Israéliens de la saper. Ils leur ont permis de coloniser la Cisjordanie. Les Iraniens disaient déjà à l'époque, il y a 30, 40, 45 ans, depuis la Révolution, que les Israéliens coloniseraient la Cisjordanie et que l'Occident les laisserait faire en repoussant le problème et en parlant d'une hypothétique solution à deux États. Kicking the can down the road and talking about some hypothetical two-state solution. And now, after 40-some years, we've seen that's exactly Et maintenant, après une quarantaine d'années, nous voyons que c'est exactement ce qui s'est produit et ce qui continue de se produire. Donc maintenant que la Cisjordanie a été colonisée par les plus extrémistes des sionistes radicaux, je pense que la seule solution restante est celle d'un État unique. Soit le régime israélien devra expulser et procéder à un nettoyage ethnique de plus de la moitié de la population de la Palestine. Car les Palestiniens constituent la majorité si l'on inclut la Cisjordanie et Gaza, et le monde n'acceptera plus cela. Soit, en fin de compte, avec l'évolution de l'opinion mondiale, le régime, à un moment donné, je ne sais pas quand, je ne parle pas de semaines, de mois, ni même de quelques années, mais je pense qu'à terme, il ne pourra plus continuer d'exister de cette manière et sous cette forme. Donc, en ce qui concerne les causes sous-jacentes, il ne semble pas que nous nous dirigions vers un règlement politique, ce qui explique les inquiétudes actuelles quant aux intentions des États-Unis. Il y a eu ce rapport selon lequel Washington aurait contacté l'Iran au sujet de la possibilité d'effectuer quelques frappes symboliques. En gros, nous allons simplement lancer quelques missiles sur vous pour pouvoir dire que nous avons tenu le régime pour responsable, ce genre de choses. Puis, vous pourrez tirer quelques missiles en retour et on en restera là. Je ne sais pas si vous avez vu ces rapports, ou si vous pouvez confirmer s'ils sont exacts, si vous avez entendu quelque chose du côté iranien. Mais comment l'Iran réagira-t-il à cela?
car comme nous en avons déjà parlé, il pourrait être dangereux de laisser la dissuasion s'affaiblir encore davantage, simplement pour en faire une chose banale, comme si l'on pouvait, de temps à autre, larguer des bombes sur la capitale iranienne. Oui, c'est quelque chose que les Américains ont proposé aux Iraniens. Nous effectuerons une frappe symbolique et vous pourrez en effectuer une aussi. Et les Iraniens ont refusé. Ils ont répondu aux Américains que même une frappe symbolique serait accueillie avec une riposte totale. La raison est double. Premièrement, même une frappe symbolique constitue un acte de guerre. Mais plus important encore, les Iraniens comprennent que si les États-Unis sont autorisés à mener une frappe limitée, cela ne ferait qu'ouvrir la porte à de futures frappes. Ainsi, 4 mois plus tard, une opération sous faux drapeau pourrait être menée quelque part en Europe, en Amérique du Nord ou dans notre région. Le Mossad va tuer quelques personnes, je ne sais pas, des Israéliens ou des Iraniens, quelque chose comme ça, puis ils en accuseront l'Iran. Ensuite, il y aura davantage de menaces contre le pays et plus d'attaques. Ou bien ils organiseront d'autres émeutes, ou paieront des gens pour semer le chaos dans une ville iranienne. Et alors, encore une fois, Trump interviendra pour sauver le peuple iranien en assassinant des Iraniens. C'est quelque chose que les Iraniens disent ne pas pouvoir tolérer. Donc cela doit cesser maintenant. Si les États-Unis attaquent, que ce soit symboliquement ou par une offensive majeure, les Iraniens vont lancer une riposte totale et elle visera bien sûr les bases américaines. Ce sera dirigé vers la marine américaine, bien sûr, mais aussi vers tous les intérêts américains dans la région. Et cela peut signifier de nombreuses choses non militaires. Cela signifie que des milliers de milliards de dollars d'actifs seront pris pour cible. Et bien sûr, les Iraniens ont déjà évoqué la fermeture du détroit d'Ormuz, ce qui est très facile à faire. Ce n'est pas seulement le détroit lui-même qui peut être bloqué. Ils peuvent couler les navires qui le traversent. Ils disposent de milliers de missiles anti-navires basés dans le golfe Persique, capables de tout détruire dans la région. Ils peuvent détruire les ports. Ils peuvent détruire les installations pétrolières et gazières. Ils peuvent détruire les oléoducs. Et ils peuvent faire de même en dehors du détroit d'Ormuz, dans l'océan Indien. Donc, s'il y a une guerre, je pense que le commerce du pétrole et du gaz en Asie de l'Ouest, à travers l'Asie de l'Ouest et le Caucase, prendra fin. Cela entraînera un effondrement économique mondial. Les actifs américains dans la région seront bien sûr pris pour cible. Et ces entités, ces petits pays arabes qui accueillent des bases américaines, lesquelles sont, à l'heure actuelle, utilisées pour planifier des actions contre l'Iran, seront complices. Je ne pense pas que ces régimes arabes tiendront plus de quelques heures ou quelques jours ou au maximum quelques semaines. Ces minuscules entités, dont certaines comptent une population de détenteurs de passeports allant de quelques centaines de milliers à 1 million, voient leurs travailleurs étrangers dépasser le nombre de citoyens dans une proportion de 5 ou 10 pour 1. La plupart de ces travailleurs étrangers sont des hommes adultes. Donc, s'il y a du chaos, je pense que les régimes s'effondreront, et cela modifiera durablement la carte de la région. D'après ce que je comprends, il serait insensé que Trump attaque l'Iran. Mais Trump est entouré de partisans d'Israël avant tout. Le Congrès et le Sénat sont contrôlés par ces mêmes partisans. Les documents Epstein nous offrent un petit aperçu de la laide réalité de la classe dirigeante. Ainsi, même si c'est insensé, il reste tout à fait plausible qu'une attaque puisse avoir lieu. Eh bien, je suis content que vous ayez mentionné le commerce du pétrole, car à Washington, ils sont un peu grisés par l'hubris après ce qu'ils appellent le succès de l'enlèvement du président vénézuélien.
Ils veulent, en quelque sorte, eh bien, vous l'avez entendu à de nombreuses reprises, de la part de différentes personnes, profiter de ce succès, si l'on peut dire, et l'appliquer à l'Iran. Certains politiciens ont même déclaré que l'Iran devrait en prendre note, que cela arriverait ensuite aux ayatollahs. C'est le genre de rhétorique qu'on entend. Cela n'a pas beaucoup de sens. Personne n'ira, par exemple, kidnapper le président de l'Iran. Donc en réalité, cela n'a aucun sens. Cela dit, l'un des instruments utilisés contre le Venezuela et qui pourrait être utilisé contre l'Iran serait la piraterie. En fait, il y a seulement 2 jours, nous avons vu le Wall Street Journal et d'autres médias rapporter que les États-Unis envisagent de saisir des pétroliers iraniens, prenant essentiellement leur pétrole. Donc oui, c'est la même politique de piraterie désormais appliquée à l'Iran. Je suppose qu'une partie du succès au Venezuela vient du fait qu'ils ne font vraiment rien à ce sujet. Ils se contentent de rester en retrait, car toute autre action déclencherait une réaction américaine plus importante. Comment cela pourrait-il s'appliquer à l'Iran? Comment voyez-vous l'Iran réagir si les Américains commencent à saisir leurs pétroliers en haute mer? Eh bien, tout d'abord, je pense qu'il est important de garder à l'esprit que si les États-Unis et l'Iran sont en conflit, le Venezuela disposera d'une grande marge de manœuvre, et il n'est pas certain qu'il continuerait à exporter du pétrole dans ces circonstances. Même si la quantité de pétrole qu'ils exportent est limitée, les Vénézuéliens pourraient très bien cesser complètement leurs exportations afin d'accroître la pression sur les États-Unis et de les forcer à reculer face au peuple vénézuélien. Nous entretenons donc de bonnes relations. Il existe une excellente relation entre Caracas et Téhéran. Et je ne pense pas que l'histoire du Venezuela soit terminée. Il faudra attendre et voir comment les choses évolueront dans les semaines et les mois à venir. Mais en ce qui concerne l'Iran, nous avons déjà vu ce scénario auparavant, lorsque les Américains et leurs alliés se sont livrés à des actes de piraterie en mer et ont saisi des pétroliers iraniens. En réponse, les Iraniens ont commencé à intercepter des pétroliers appartenant à des pays occidentaux, des navires transportant du pétrole destinés aussi bien aux marchés occidentaux que non occidentaux. Après tout, il s'agit de la région du Golfe Persique, et les navires liés aux États-Unis ou à leurs alliés n'y manquent pas. Je pense qu'il serait insensé pour les États-Unis d'essayer d'arrêter quelques pétroliers iraniens, car les Iraniens pourraient en retour en immobiliser 10 pour chaque pétrolier iranien. Hypothétiquement, bien sûr. Je ne pense pas que cela fonctionnera. Je crois que cela ne fera qu'inquiéter davantage le marché pétrolier et nuira à l'économie mondiale, ainsi qu'à l'économie américaine, à un moment où l'économie ne se porte déjà pas bien du tout. Je ne considère donc pas cela comme une option viable qui pourrait être bénéfique aux États-Unis. Quelqu'un m'a demandé si l'Iran avait lui-même besoin de pétrole pour l'exportation, ce qui est vrai. Mais en raison de décennies de sanctions et de pression maximale, la dépendance de l'Iran vis-à-vis des exportations est bien moindre que celle d'autres pays, bien moindre que celle des autres pays de la région. Ainsi, les pays qui se trouvent dans le camp américain et qui accueillent des bases américaines sont bien plus vulnérables que l'Iran. L'Iran peut facilement leur résister à tous. Donc encore une fois, ce seraient les Américains qui se tireraient une balle dans le pied s'ils s'engageaient sur la voie de la guerre, du piratage ou de toute autre action de ce genre. Un autre point que je voudrais mentionner avant d'oublier, c'est que ce ne sera pas une guerre entre l'Iran et les États-Unis uniquement. Ce sera une guerre régionale. Les alliés de l'Iran en Irak sont très puissants. Nous savons que l'Iran a formé les forces de mobilisation populaire
pour vaincre l'État islamique en Irak et elles participeront à la guerre. Ils ont déjà montré, il y a quelques semaines, des images de l'une de leurs bases de missiles souterraines. Donc, vous avez un pays comme l'Irak, avec plus de 45 millions d'habitants, où des forces puissantes se rangeront du côté de l'Iran. Nous avons vu que les alliés de l'Iran ont remporté les élections en Irak il y a seulement quelques semaines. Et le Yémen se prépare également à la guerre. Ainsi, deux pays très puissants et influents combattront aux côtés de l'Iran. Bien sûr, il y a aussi le Hezbollah et d'autres encore. Et ensuite, qui sont les alliés des Américains? Bahreïn, avec une population de combien? Le Qatar, une population de combien? 400 000, 300 000. Les Émirats, environ 1,4 million. Il est impossible que les Américains puissent gérer une telle guerre. Et en plus de cela, un sujet dont les Américains ne parlent pas, ce sont les capacités balistiques de l'Iran, celles que nous avons vues utilisées avec un tel succès contre le régime israélien. Ces missiles à longue portée ne représentent en réalité qu'une très petite partie de la puissance militaire iranienne. La majeure partie des capacités de l'Iran n'est pas dirigée vers la Palestine ou la Méditerranée, mais vers le Golfe Persique. Des missiles à courte et moyenne portée, ainsi que des drones capables de détruire facilement tout ce qui se trouve dans le Golfe ou sur l'autre rive. Pourquoi l'Iran a-t-il créé autant de bases souterraines équipées de ces missiles à courte et moyenne portée? Parce que les États-Unis, après le 11 septembre, ont envahi l'Irak et l'Afghanistan. Et l'Iran a été qualifié de faisant partie de l'axe du mal. Bush et Obama n'ont cessé de répéter « toutes les options sont sur la table ». L'Iran se prépare donc à une guerre avec les États-Unis. Israël n'a jamais été une véritable menace pour l'Iran. Il peut tuer, mais il ne peut pas. Il est trop petit, trop faible et trop dépendant de l'Occident pour représenter une menace réelle. La véritable menace, ce sont les États-Unis. L'Iran se prépare donc à une guerre avec les États-Unis depuis très longtemps. Par conséquent, la véritable puissance de feu est concentrée sur l'océan Indien, le détroit d'Ormuz et le golfe Persique. Et si l'on additionne tout cela, les alliés régionaux de l'Iran, le tableau n'aura rien de réjouissant. Mais où la guerre risquerait-elle de s'étendre, selon toi? Parce que j'ai entendu, par exemple, que l'Arabie saoudite avait déclaré vouloir rester en dehors de tout cela. Qu'elle ne voudrait pas que les Américains utilisent son espace aérien, par exemple. Pendant ce temps, des pays comme Bahreïn ont averti qu'ils ne resteraient pas silencieux si la guerre leur était imposée. C'est peut-être pas le pays le plus puissant de la région, bien sûr. Mais selon toi, où cette guerre pourrait-elle réellement se dérouler? Alors, je pense que les élites de ces petites dictatures arabes du Golfe Persique seront probablement les premières à fuir. Elles ont déjà transféré des dizaines de milliards de dollars hors de leur pays. Elles possèdent des domaines et des palais à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc elles ne seront pas là pour voir la guerre. Je pense que nous allons assister à l'effondrement de ces régimes. De plus, le Hamas a publié une déclaration affirmant qu'une guerre contre l'Iran serait une guerre contre l'ensemble du monde islamique. Je ne peux pas imaginer quelles en seraient les limites. Mais ce que je peux dire, Glenn, c'est que pour l'Iran et pour la résistance, l'axe de la résistance, ce sera une lutte pour la survie. Ce sera une guerre existentielle. Pour les États-Unis, ce sera une guerre de choix. Et donc, évidemment, lorsqu'il s'agit d'une guerre existentielle, on se bat très différemment d'une entité qui a simplement choisi de mener cette guerre parce que Netanyahou, les sionistes et le lobby sioniste la voulaient.
C'est une chose très différente. Et je pense que les circonstances d'une telle guerre aujourd'hui sont très différentes de celles d'après le 11 septembre. Dans l'ensemble, les gens aux États-Unis sont opposés à la guerre, ils sont fatigués, la situation économique n'est pas bonne, et je pense que les dossiers Epstein, ironiquement, ont créé un nouveau niveau de méfiance. Ainsi, s'il y a une guerre, les gens vont très rapidement pointer du doigt le régime israélien et le lobby sioniste, à un moment où ils deviennent de plus en plus impopulaires, surtout parmi les jeunes. Donc, une guerre contre l'Iran, où des soldats américains meurent et où le prix de l'essence et de l'énergie s'envole, au moment même où les dossiers Epstein sont révélés un à un au public, du moins ceux qui n'ont pas été caviardés ou dissimulés, je ne pense pas que ce soit une combinaison qui permettra à Trump de tenir très longtemps. Je pense que cela conduirait rapidement à la fin de sa présidence. Et bien sûr, je ne peux pas prédire l'avenir. Mais je ne crois pas qu'il puisse poursuivre une guerre très longtemps dans de telles circonstances. L'Iran ne fera aucun cadeau. Ils frapperont aussi fort que possible pour rendre la situation très douloureuse, forçant les élites de Washington à reculer aussi vite que possible. Et à mesure que l'économie mondiale s'effondrera, tout le monde en tiendra Trump, le régime israélien et le sionisme pour responsables. Cela ne leur donnera une bonne image nulle part. Eh bien, si nous voulons, je suppose, avoir un aperçu de la direction que prennent les États-Unis, je pense qu'un bon indicateur serait d'examiner la récente rencontre entre Netanyahou et Trump. J'aimerais savoir ce que vous en retenez quant au déroulement de cette réunion. J'ai vu ressortir une rhétorique assez belliqueuse par la suite, mais encore une fois, il est difficile d'interpréter le langage de Trump, car il est souvent volontairement trompeur et a tendance à changer de direction au cours de la même journée. Alors, comment percevez-vous le déroulement de cette rencontre? Je suppose qu'un des objectifs principaux pour Netanyahou était de s'assurer que les États-Unis restaient sur la voie d'un renforcement de la pression, voire d'une attaque contre l'Iran. Eh bien, du moins en apparence, il semble que Trump ne veuille pas, ou, pour l'instant, cela pourrait être pour l'une de deux raisons. La première, c'est qu'il sait ce que cela impliquerait, et cela signifierait la fin de sa présidence. Mais malgré tout, soit il ne le veut pas, soit il veut déployer davantage de moyens dans la région, un deuxième porte-avions par exemple, en espérant peut-être que cela fera pencher la balance, ce qui ne sera pas le cas. Il ne fait aucun doute que ce ne sera pas le cas. La vulnérabilité des États-Unis et de leurs alliés dans la région du Golfe Persique est tout simplement trop grande. Quiconque s'est déjà rendu dans le Golfe Persique sait qu'il est impossible de protéger ses moyens. Mais en tout cas, il se peut qu'il veuille en déployer davantage. Mais dans tous les cas, c'est exactement comme tu l'as dit. Trump change très facilement de position. Il se contredit sans cesse. Nous ne savons pas ce qu'ils ont sur lui dans les dossiers Epstein, ni quels dossiers les Israéliens possèdent que les Américains n'ont pas. Nous ne savons vraiment rien. Donc à Téhéran, on part du principe qu'il faut se préparer à la guerre. Si tu regardes la façon dont Netanyahou a parlé en partant, il semblait mécontent. Si tu regardes la déclaration de Trump sur Truth Social, il semblait pour le moment insister sur le fait qu'il n'y aurait pas de frappe militaire. Mais encore une fois, nous négocions déjà avec les États-Unis avant la guerre de 12 jours. Le premier jour, Witkoff a dit que les États-Unis reconnaîtraient l'enrichissement pour l'Iran. Les Iraniens ont vu cela comme une avancée positive. Puis dès la deuxième session, il a changé les règles du jeu et n'a cessé de le faire. Ensuite, entre les 5e et 6e cycles, les États-Unis et le régime israélien ont conspiré pour mener secrètement une attaque contre l'Iran.
Ainsi, pour l'Iran, les négociations ou les déclarations de Washington ne signifient absolument rien. Ils vont simplement se préparer à la guerre et voir comment les choses évoluent. Mais d'un autre côté, je pense qu'il est important de garder à l'esprit que le temps ne joue pas non plus en faveur de Trump, car chaque jour nous rapproche des élections de mi-mandat aux États-Unis et la situation ne s'annonce pas favorable pour lui. Et si Trump attaque l'Iran, même s'il parvient à tuer beaucoup de gens, leurs familles, leurs dirigeants, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs voisins, nous avons une constitution. La question du leadership ne posera pas de problème. L'Iran continuera à mener la guerre. Les forces armées ont été instruites sur la manière de combattre de façon autonome. Et les bases de missiles souterraines, qui se comptent par centaines, et ont été considérablement améliorées au cours des 8 ou 9 derniers mois, grâce à l'expérience acquise pendant la guerre, continueront de tirer. Et les missiles anti-navires, les sous-marins, les vedettes rapides, des milliers d'entre eux, je ne sais pas exactement combien, mais ils mèneront tous une guerre asymétrique. Ainsi, Trump n'aura pas une guerre courte. Ce ne sera pas une affaire d'un jour, de 2 jours ou de 3 jours. L'Iran détruira encore et encore jusqu'à ce que l'économie mondiale s'effondre et que les États-Unis reculent. Trump pourra proclamer une sorte de victoire symbolique, mais chaque jour qui passe nous rapproche des élections de mi-mandat et une guerre de ce type serait catastrophique, non seulement pour Trump, mais pour tous ceux qui lui sont liés. Eh bien, je suis content que vous ayez mentionné cela. Déplacer les poteaux de but. En réalité, c'est depuis toujours l'une des raisons de mon pessimisme. Ce que les États-Unis exigent désormais dans un accord de paix, c'est que l'Iran se désarme essentiellement, missiles, drones, et qu'il renonce aussi à ses alliés dans la région. Ce serait une étape vers la guerre, car en cas de guerre, il existe un dilemme de sécurité. Si un pays se désarme, cela ne conduit pas nécessairement à la paix. Au contraire, cela le rend vulnérable à être écrasé. Donc cela ne résout pas vraiment les problèmes sous-jacents. Mais sur cette question du déplacement des objectifs, ce qui me paraît étrange, c'est le récit lui-même. D'habitude, les discours sont un peu plus cohérents. On comprend mieux ce qui est dit. Maintenant, ça part un peu dans tous les sens. J'ai vu que, tu sais, Trump disait que les Iraniens devraient s'emparer des institutions, renverser le gouvernement en somme. Ils veulent un changement de régime. Mais ensuite, on voit J.D. Vance dire, eh bien, nous n'avons pas vraiment besoin d'un changement de régime. Si les Iraniens veulent le faire, c'est leur affaire. Nous voulons juste nous assurer qu'il n'y ait pas d'armes nucléaires. D'autres mettent l'accent sur les droits humains et la démocratie, d'autres encore uniquement sur le programme nucléaire et les missiles. Ça part un peu dans tous les sens ici, même les efforts pour renverser le gouvernement. D'un côté, on insiste sur le fait que tout était organique et que quiconque n'est pas d'accord est un apologiste des ayatollahs. De l'autre, Glenn Diesen donne des interviews en disant que, eh bien, il s'agit de diplomatie économique. Nous avons beaucoup travaillé pour tenter de briser l'économie et la monnaie iranienne afin de pousser les gens à descendre dans la rue. Donc c'est très difficile à comprendre. Ce n'est pas impressionnant, le contrôle du récit, car d'ordinaire les Américains sont plutôt bons à ce jeu-là. Leur maîtrise du récit est excellente. Vous savez, les médias, le gouvernement, tout le monde avance au même pas. Ils répètent tous les mêmes éléments de langage. Mais comment comprendre cela, cette absence de récit commun? Eh bien, vous savez, une chose que je crois, c'est que l'Occident en général a perdu ses capacités de puissance douce. Les États-Unis, Israël, le régime israélien, le régime britannique, ils sont tous très similaires à cet égard.
Quand on regarde par exemple la Russie, peu importe que vous lisiez The Guardian ou Fox News, le récit sur la Russie est le même. L'un peut être plus subtil et sophistiqué, l'autre plus tapageur. Il en va de même pour l'Iran. Ceux qui détestent Trump, quand il s'agit de bombarder l'Iran, ils le soutiennent. Ils soutiennent le récit selon lequel l'Iran est maléfique. Pendant les émeutes, nous savons désormais qu'il s'agissait d'un complot depuis le premier jour. Comme vous l'avez souligné, le secrétaire américain au Trésor a déclaré « Nous avons fait chuter la monnaie pour pousser les gens à descendre dans la rue ». Et ensuite, que s'est-il passé? 2 jours après que nous ayons eu de légères manifestations à propos de la monnaie, sans arrestation, sans intimidation, et avec le gouvernement disant « Vous avez raison, nous devons régler cela », nous avons soudainement vu affluer des émeutiers très violents et des terroristes armés. Les 8 et 9 janvier, ils ont massacré des policiers et assassiné des innocents. Pourtant, l'ensemble des médias, du Guardian à Fox News, Breitbart, The Independent, The Times of London, la BBC et le New York Times, tiennent tous le même discours. Il ne s'agirait que de manifestants pacifiques abattus. Et ce, même si Pompeo a déclaré dans son tweet que le Mossad était sur le terrain, l'ancien chef de la CIA, même si Pompeo sur la chaîne 13 en Israël a affirmé que les États-Unis soutenaient ces émeutiers, et même si la chaîne 14 en Israël, proche de Netanyahou, affirmait que des gouvernements étrangers, c'est-à-dire Israël et probablement les États-Unis, avaient introduit les armes utilisées pour assassiner, selon leur dire, des centaines de policiers et d'agents de sécurité. Et même si nous avons la déclaration du Mossad en persan affirmant qu'ils étaient présents sur le terrain en Iran, et bien sûr, plus récemment, nous avons entendu dire qu'ils avaient apporté 6000 Starlink. Pourquoi exactement? Pour qui? Il est donc évident qu'ils avaient des agents sur place. Et Trump disait, prenez les bâtiments, prenez les villes. Ces Starlink servaient donc essentiellement à coordonner ces éléments terroristes. Les images existent, les preuves existent, les missions existent, les vantardises existent. Mais les médias occidentaux, qu'ils soient pro-Trump ou anti-Trump, diffusent tous le même faux récit. Ce sont des manifestants pacifiques et le gouvernement les abat. Ils sont montés jusqu'à 80 000 morts. Puis, lorsque le gouvernement iranien a publié les noms de toutes les personnes tuées, qu'il s'agisse de policiers, de passants innocents ou d'émeutiers, le chiffre était de 3117. Ensuite, ces faux chiffres sont descendus à 6000. Ils ne pouvaient pas accepter les chiffres iraniens, alors ils ont dû dire 6000 ou un autre nombre. Mais le fait est que tous ces médias occidentaux qui parlaient de 10, 20, 30, 50 disaient qu'il n'y avait pas d'Internet, tout en gonflant les chiffres. C'est eux qui étaient responsables. Leur propre gouvernement était responsable, selon leurs propres aveux, de ce qui s'est passé. Pourtant, ils gonflent les chiffres et accusent l'Iran parce qu'ils voulaient créer un climat propice à la guerre. C'était de cela qu'il s'agissait. Ce qu'ils voulaient faire, c'était créer le chaos en Iran, dire que le gouvernement iranien est malfaisant, qu'il abat des femmes et des enfants. Ils ont vu les médias occidentaux, ils se soucient évidemment beaucoup des femmes et des enfants. Et cela aurait alors servi de justification pour que Trump frappe. Et Trump était sur le point de frapper l'Iran. D'après ce que nous entendons, et je ne sais pas si c'est vrai, Netanyahou, à ce moment-là, craignant les conséquences pour le régime et les missiles iraniens qui pourraient s'abattre sur lui, aurait demandé à Trump de ne pas attaquer à ce moment-là. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai. C'est ce que nous entendons de sources occidentales. Donc vous savez, même s'il n'y a pas de récit clair, c'est intéressant de voir à quel point
il est difficile de comprendre ce qui se passe en coulisses aux États-Unis, mais c'est intéressant de constater à quel point les médias occidentaux sont monolithiques à certains égards. Cela me rappelle le Venezuela quand avant la guerre, on voyait la soi-disant gauche, et ils ne sont pas vraiment de gauche, mais la gauche dominante en Occident et les soi-disant libéraux en Occident. Certains appelaient à des frappes et à une attaque contre le Venezuela, et d'autres disaient « non, non, le régime », comme ils aimaient l'appeler. Chaque fois que quelqu'un parle de régime, il faut se méfier de cette personne. Vous savez, quand il parle du régime vénézuélien ou du régime iranien ou de n'importe quel autre. Dès qu'un occidental parle de régime, il faut se méfier de cette personne. Pas de tout le monde, bien sûr. Certains ont simplement l'habitude d'utiliser ce terme. Mais dans les médias, il faut vraiment se méfier. Donc vous savez, le régime vénézuélien est maléfique, Maduro est maléfique, mais nous ne devrions pas attaquer. Ces gens sont tout aussi coupables de crimes de guerre que les sionistes et les néoconservateurs qui soutiennent la guerre. Parce qu'ils essayent de légitimer la guerre, de légitimer la mort et la destruction, au lieu d'avoir le courage de dire non, le Venezuela ne vous regarde pas. La souveraineté du Venezuela ne vous regarde pas. Ce sont vous les criminels, pour avoir assassiné des Vénézuéliens, des pêcheurs et des gens ordinaires du pays, et pour avoir mené des agressions. Au lieu de dire cela, ils disent « Oui, ils sont mauvais, mais ne faisons pas ça. » En ce moment même, pendant que toi et moi parlons, Glenn, les États-Unis ont imposé un blocus à Cuba, affamant 10 millions de personnes. Pourtant, ces journalistes du Guardian, de l'Independent ou du New York Times, aucun d'entre eux ne pousse des cris d'alarme ni ne dit « C'est scandaleux, ils affament des femmes et des enfants à Cuba. » Non. À la place, ils se concentrent autant que possible sur l'Iran. Ils critiquent le gouvernement américain, mais ils n'emploient jamais le même langage qu'ils utilisent à propos de l'Iran ou du Venezuela lorsqu'ils parlent de leur propre régime. Oui, c'est la version politique de « Pourquoi tu te frappes toi-même le tyran ?» Ils ont passé des décennies à étouffer l'économie vénézuélienne. Puis bien sûr, ils pointent la mauvaise gestion du gouvernement comme la raison pour laquelle le pays est pauvre. Ensuite, ils disent « Nous allons vraiment aider maintenant. Nous allons aider les Vénézuéliens. Et enfin, ils pourront connaître la prospérité. » Et bien sûr, c'est la même chose avec Cuba. On voit ce discours apparaître là aussi. Ils viennent juste de mettre en place cet embargo pétrolier pour asphyxier la population, ce qui affecte tout, même les hôpitaux. Et puis, bien sûr, nous devons aux Cubains de les aider à mener une vie plus digne et meilleure. C'est simplement très étrange à observer. Peut-être que la crédibilité s'évapore, tout simplement. Je veux dire, rien qu'aujourd'hui, il y a un article dans Politico qui souligne une certaine contradiction. Différents gouvernements occidentaux ont exagéré les menaces. Tout le monde vient nous attaquer. Les Chinois, les Russes, les Iraniens. Tout est une menace. La Troisième Guerre mondiale approche. Et puis, dans Politico, il rapporte que les sondages montrent que, même si tout le monde a désormais peur de la Troisième Guerre mondiale et que le sentiment de menace est à son comble, les gens ne donnent toujours pas à leurs dirigeants le feu vert pour réduire les dépenses sociales afin de financer l'armée. Donc, d'habitude, quand on exagère la menace ou qu'on se livre à une inflation de la menace, ce qu'on en retire, c'est plus d'argent pour l'armée. Mais cela ne semble pas fonctionner aussi efficacement dans les pays sondés. Je ne me souviens plus si c'était l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les pays habituels. Non, donc oui, il y a clairement quelque chose qui cloche, parce que par le passé, ce genre de récit produisait des résultats très clairs et prévisibles en termes de ce qu'il légitimait. Mais maintenant, il n'y a plus de cohésion dans le récit et ils n'obtiennent pas les effets escomptés. Donc, oui, probablement une bonne nouvelle pour l'Iran.
Yes, probably good news for Iran. Le fait que tant d'Européens, y compris des personnes de votre pays, soient impliqués dans les dossiers Epstein, et encore une fois, nous en savons très peu. La plupart des dossiers ne seront pas rendus publics, et ceux qui l'ont été sont en grande partie expurgés. Les parties les plus sensibles sont noircies. Et pourtant, malgré cela, on peut voir les fondations de la politique occidentale trembler dans certains pays, certainement au Royaume-Uni et aux États-Unis. Alors, lorsque les élites politiques ne peuvent plus compter sur la confiance de la population. Il y a 4 ans, peut-être que les gens les auraient crus, mais aujourd'hui ils sont bien plus sceptiques et cyniques quant à leurs intentions. Et c'est pourquoi je pense qu'à mesure que nous avançons, il sera plus difficile pour des figures comme Trump, Netanyahou et la classe Epstein de tromper le public. Parce que la vie devient de plus en plus difficile pour les gens à travers le monde, et en particulier en Occident, pour les besoins de notre discussion. La vie des gens est plus appauvrie, leurs yeux sont plus ouverts, et je ne pense pas que ce soit un bon signe pour que les élites occidentales puissent pousser leur agenda beaucoup plus loin. Oui, non. Je pense que beaucoup des astuces du passé ne fonctionnent plus. Je veux dire, en 2016, quand il y avait un tel mécontentement envers les politiciens américains qu'ils ont élu Trump, la première réaction a été « Eh bien, blâmons les Russes ». Donc Trump était un agent de... Enfin, c'était vraiment absurde et ça n'avait aucun sens. Mais, tu sais, ils ont suivi cette idée et la plupart des gens ont cru qu'il y avait quelque chose là-dedans. Et puis, bien sûr, en 2020, il y a eu le scandale de l'ordinateur portable de Biden. Et ils ont repris, comment dire, ils ont repris aussi le truc de la Russie. Ça n'a jamais eu de sens. Et souvenez-vous, Glenn disait, une des raisons pour lesquelles ils ont commencé à blâmer la Russie était en réalité liée à Wikileaks et au fait que Wikileaks avait révélé beaucoup de corruption dans le système politique. Au lieu de traiter les preuves que Wikileaks et Julian Assange avaient exposées au monde, ils ont essayé de détourner l'attention du public de cela et de rejeter la faute sur la Russie pour les fuites. Au lieu d'aborder les fuites et leur réalité, et apparemment, le jeune homme qui avait transmis ces preuves a été assassiné à Washington. Il ne voulait pas que ce scandale soit imputé aux États-Unis, ni aux agences de renseignement, ni aux sionistes, ni à la classe Epstein. Alors, ils sont allés essayer de blâmer la Russie. À l'époque, cela avait plutôt bien fonctionné. Mais maintenant, après toute cette affaire Epstein, ils essaient encore de rejeter la faute sur la Russie, et ça ne marche plus. En 2016, accuser la Russie avait beaucoup plus d'effet. Je ne dis pas que tout le monde y croyait, mais beaucoup le faisaient, même si c'était déjà faux à l'époque. Maintenant, ils essaient à nouveau de dire qu'Epstein était un espion russe, mais personne n'y croit. C'est pour cela que je pense que les choses ont changé de manière spectaculaire. Non, je pense que c'est un point de rupture intéressant. Je vois la même chose maintenant. Après la publication de ces millions de documents, tous indiquent très clairement d'où vient cette opération d'influence. Et au lieu de s'y attaquer, comment avons-nous pu laisser les choses se dégrader à ce point? Comment avons-nous pu permettre à ce type d'opération d'influence, menée par des agences de renseignement, utilisant tout cet argent et des pédophiles, de se déchaîner? C'est bien, disons simplement Russiagate. Vous savez, ce sont les Russes, sans preuve. Et au contraire, il y a tellement d'éléments qui montrent que ça n'a aucun sens. Mais pourquoi? Donc, c'est pas seulement qu'ils sont désespérés, mais aussi parce que c'est manifestement faux. Le dernier fragment de crédibilité est jeté par la fenêtre pour ça. Alors pourquoi? Pour protéger un réseau d'influence pédophile. Je veux dire, c'est juste oui-non.
Le niveau d'autodestruction en cours dépasse l'entendement. Et on entend de la part des gouvernements, eh bien, vous savez, ceux qui critiquent cela, qu'ils essaient de réduire la confiance envers le gouvernement, comme s'ils n'y parvenaient pas très bien tout seuls. Donc non, quelque chose pourrait se briser, je pense, s'ils continuent sur cette voie. Mais enfin, il y a clairement un problème avec le contrôle du récit. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que vous avez une journée chargée devant vous. Merci beaucoup, Glenn Dizen. Comme je l'ai dit, c'est toujours un honneur de participer à votre émission et je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer.